Bien, eh ben, il est 9 heures, c'est l'heure où nous retrouvons, après le permanent du mardi, eh bien, la récurrente du mardi qui n'est autre que Laurence Vacky. Bonjour Laurence, bienvenue. Bonjour Nicolas. Bon, écoute, là on va parler de cinéma, mais tout ça n'est-ce pas aussi un gros cinéma qu'on vit, notamment en France, mais notamment au niveau international. Alors, on va Euh, parler de guerre, ça va te filer facilement, hein. On parlera une bataille après l'autre. Je crois que c'est le film dont tu veux nous parler. Ben, ça tombe bien après avoir fait 1 heure de géopolitique et d'histoire militaire avec Sylvain Ferrat, qui nous a fait d'ailleurs un magnifique exposé sur une tactique militaire allemande qui date. Et donc, ben voilà, une bataille après l'autre. Je crois que c'est le film dont tu vas nous parler aujourd'hui. Exactement. Alors c'est pas la bataille à Gaza avec la bataille de l'Ukraine. Malheureusement, là c'est pas l'une après l'autre, hein, c'est simultané. Bon, enfin ça n'en finit jamais. Donc effectivement, le film Une bataille après l'autre, c'est aussi l'occasion de parler de trois thèmes importants qui font écho à trois thèmes. Sur l'emprise de la technologie dans nos vies quotidiennes, sur les privilèges, les usages qu'en font ceux qui les ont et surtout les motivations qui les poussent à en abuser. Et en troisième élément, la vision binaire du pour ou contre qui fait croire que l'on sait. Voilà, on peut voir tout ça dans le film Une bataille après l'autre. Alors, bon, on va déjà parler évidemment du film. Donc Voilà là, l'affiche. donc c'est un film de Paul Thomas Anderson, qui est aussi scénariste du film, qui est distribué par la Warner, qui a cette spécificité par rapport aux États-Unis d'être véritablement un film d'auteur, hein. Ça change un peu de ces films, tu sais, c'est ce Xème épisode, voilà, des Marvel, dont on. Là, c'est une véritable création originale. Donc, c'est aussi important. Ça a été tourné en VistaVision, hein. Alors, est-ce que c'est une forme de nostalgie? Alors, la VistaVision, c'était un support de tournage des années 50, hein, à l'époque d'Hitchcock notamment. C'est en pellicule 35, avec un cadre différent puisque fait sur l'horizontale. Et donc, ça permet des images beaucoup plus larges, à condition, bien sûr, d'avoir le support de diffusion. C'est bien de mettre beaucoup de moyens dans le tournage, mais après, il faut pouvoir diffuser à la hauteur de ce qui est prévu au tournage. Alors, il semblerait que ce film est une grande réussite, en tout cas pour l'auteur, et certains pronostiqueurs parlent de 7 nominations aux Oscars. Bon, alors pour ceux que ça peut intéresser, bon, les paris sont pris dans ces cas-là. Donc, voilà. Alors, l'affiche, donc on voit Leonardo DiCaprio. Si tu vois bien, effectivement, il est en robe de chambre. En robe de chambre avec un fusil. Alors, je pense que c'est un fusil à lunettes, hein. Je ne suis pas Oui, spécialiste d'armes, mais ça a ah oui, l'air il y a une lunette. d'être bien ça. Écoute, ça reflète un peu le film, hein, qui a un peu beaucoup le film, c'est-à-dire que ça conjugue à la fois un film d'action et une comédie. Et on y voit aussi Benicio del Toro, je ne sais pas si tu l'as reconnu. Donc lui, c'est Sensei. Sensei, c'est celui qui a un réseau pour protéger les gens, un réseau extraordinaire qui va aussi servir de sauveur à Leonardo DiCaprio. Et Sean Penn, je ne sais pas si tu l'as reconnu aussi, Oui, 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 on le voit en haut. Oui. tout à côté. Ah oui, parce que c'est le méchant. C'est le C'est méchant, ça, c'est le suprémaciste blanc. voilà. Alors oui, un peu plus que, disons qu'il aimerait bien appartenir à cette caste-là, hein, mais ça va être un peu compliqué pour lui. Donc, il s'appelle Stephen Lockjaw et c'est un militaire gradé qui, au départ, dirige le centre de rétention qui va être attaqué. Alors, l'histoire, une bataille après l'autre, donc ça veut dire qu'il y a deux batailles. Oui. La première bataille, c'est celle que l'on voit au début, donc avec DiCaprio qui s'appelle Bob. Alors Bob, il est artificier et il appartient à un groupe d'activistes qui veut faire la révolution. Euh, et qui Ça, c'est dans s'appelle la première bataille.
Voilà, et Ça date, c'est ça? alors étonnamment, le groupe s'appelle les French 75. Les Alors, je sais Français pas. 75. Voilà. Alors, pourquoi 75? Pourquoi French? Est-ce que pour les réalisateurs américains, on donne l'idée d'être encore des révolutionnaires, peut-être? Je ne sais pas. Bon. En tout cas, on les voit s'attaquer au centre de rétention à la frontière à coups d'explosifs et donc ils libèrent. Alors, est-ce que c'est des immigrés, des immigrés clandestins? Bon, c'est pas précisé, mais en tout cas, on met les militaires à la place et notamment le chef, donc Sinn Féin, Stephen Lockjaw, à la place, qui veut se venger et qui d'ailleurs y arrive puisqu'il arrive à faire arrêter la plupart des activistes, qui va mettre le mouvement révolutionnaire en sommeil et pousser DiCaprio à se mettre à la marge, hein, se mettre ouvert et à voir grandir sa fille, parce qu'elle elle est bébé dans la première bataille, et surtout la maintenir à côté, loin, à l'écart de ses anciennes activités. Donc ça, c'est la première partie du film, sauf que la deuxième partie du film, bah, sa fille a 16 ans, et Stephen Lockjaw, lui, bah, il veut s'attaquer à la fille. Donc elle est menacée, donc elle apprend après toutes les réalités sur sa famille, sur ses parents, hein, ce lourd héritage. Et Bob donc sa deuxième bataille, c'est de protéger sa fille. Mais voilà, il a pris de la bouteille, notre Au Bob. fil des années, oui. Oui, Il y a alors combien d'écart entre les deux batailles? 16 ans. 16 ans. 16 ans, et d'ailleurs, c'est l'âge de la fille. Alors, pendant 16 ans, bah oui, donc je te dis, il a pris la bouteille au sens propre comme au sens figuré, et beaucoup de fumettes en plus. Donc, c'est plus du tout le même révolutionnaire sur ces 2 ans. Alors, je ne sais pas si tu as vu la bande-annonce. Oui, Euh, Tu as vu les oui. deux? Non, j'en ai vu une. Alors, est-ce que tu as vu celle où on voit au début Bob qui est artificier et puis qui est flatté sexuellement par sa compagne? Non. Non. Bon, alors, donc ça, en tout cas, c'est plutôt la partie révolutionnaire qui est mise en avant dans cette bande-annonce. Et on voit d'ailleurs Bob, donc Bob DiCaprio, qui nous lance un Viva la Revolution! Donc là, il est en pleine action explosive. Donc on voit aussi quand même sa fille, on voit aussi le méchant Sean Penn. Et aussi cette définition de la liberté qui est donnée par le personnage de Benicio del Toro, qui est donc censé, qui dit la liberté, c'est l'absence de peur. Bon, on peut y réfléchir. Que l'on C'est voit dans la... intéressant. J'ai trouvé que la formule, la liberté, c'est l'absence de peur. J'ai trouvé que c'était intéressant comme formule. Alors, c'est intéressant, mais je pense que On peut la méditer. c'est à méditer, c'est aussi à se dire que, n'est-ce pas plutôt gérer sa peur? Parce que le déni de la peur, est-ce que ça crée aussi une soumission comme le déni de la mort? Oui. Mmh. Bon, mais bon, en tout cas, c'est la phrase de Sensei, bon, Benicio del Toro, que l'on retrouve donc la deuxième bande-annonce que tu as vue, que j'invite à regarder, puisque c'est vrai que j'encourage les gens à aller au cinéma en salle, mais là, tout à chacun peut regarder ces bandes-annonces pour voir déjà la qualité du film, sa qualité photographique notamment. Et donc là, ce que tu as vu au départ, c'est un Bob, 16 ans après, en robe de chambre, effectivement, qui s'attache à aller dans une cabine téléphonique. Voilà, il a un problème. Il a oublié le code qui normalement figure dans le manuel de rébellion que tout bon révolutionnaire devrait connaître par cœur. Sauf que bouteille plus fumette, ça crée des dégâts. Et puis il a besoin de ce code pour protéger sa fille. Sans le code, il ne peut pas protéger sa fille, c'est-à-dire la mettre, la cacher, trouver où est la base, etc. Bon, et là aussi, on entend donc ce que tu as vu, un deuxième Viva la Révolution, mais d'un Bob DiCaprio un peu fatigué, hein, qui a besoin de se donner du courage. Bon, alors pourquoi j'ai choisi ce film? Alors déjà, au niveau des thèmes secondaires, donc, je ne vais pas déflorer plus que ce que l'on peut trouver dans la bande-annonce, hein, puisque voilà, ça serait quand même dommage d'empêcher d'avoir des surprises quand on voit le film. Alors,
on rit avec DiCaprio. Ça fait du bien de rire. Hein. C'est un espèce d'anti-héros complètement dépassé par la situation qui tente de raccrocher un peu les wagons par rapport à sa période jeune de révolutionnaire qui est complètement, il est débordé. Bon. Et puis, quand même, peut-être, pourquoi les French 75? Je voulais quand même. C'est une énigme. Donc, on a aussi un personnage, un Yel, figure-toi, hein, par rapport à l'actualité. Mhm. Donc, il interroge Il sa ne nous fille. épargne rien dans ce film. Hein. On n'épargne rien, hein, c'est voilà, et visiblement le réalisateur, les Yel, il aime pas trop, et d'ailleurs donc DiCaprio demande à sa fille, mais alors c'est il ou elle? Puis sa fille, ça l'agace, pour elle c'est évident, c'est Yel. Bah, il dit bah oui, mais enfin je voudrais pas être impoli quand même, hein, donc il faut avoir la juste appellation. Et Mhm. d'ailleurs, ce Yel, il va un peu trop parler d'ailleurs, hein, il n'est pas très fiable ce Yel dans le film. Y évoqué aussi Davos, la Troisième Guerre mondiale. Alors la Troisième Guerre mondiale, c'est plutôt quand Stephen Lockjaw, comme il va lever une armée, il est très puissant, on va en parler après. On a l'impression que c'est un climat de Troisième Guerre mondiale, ça attaque à tout va et tout. Bon. Et puis aussi, c'est là où ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux suprémacistes, il y a effectivement une organisation à l'intérieur qui est montrée, qu'on pourrait qualifier de suprémaciste blanc, avec qui fait penser un peu à l'infrastructure, tu sais, des James Bond 007 avec Oui. plein de souterrains, de ça un peu de la même façon que les planques de Benicio del Toro, évidemment plus sophistiquées. Donc, tous ces gens, on ne sait pas hein, à quoi on pourrait les rattacher, mais ils se croient évidemment une élite supérieure. C'est un club vraiment d'ultra privilégiés et Stephen Lockjaw aimerait bien appartenir à ce club. Il n'y appartient pas encore, en fait. Et il pourrait y appartenir sur certaines conditions. Hein, que là, je ne vais pas déflorer, mais voilà, ça serait, pour lui, c'est le but ultime. Pour revenir sur vraiment les éléments importants politiques, géopolitiques, sociétaux, voire un petit peu écologisme, on ne va pas beaucoup en parler ce matin, mais bon, tout ça est lié. Le film permet de voir, certes, en riant dessus, l'emprise de la technologie aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. C'est où on arrive à une régression, c'est-à-dire que plus la technologie avance, plus nous régressons. Donc là, évidemment, comme j'ai expliqué, c'est le combat de Bob qui a perdu le code. Comme il a perdu le code, il ne peut pas protéger sa fille. Alors évidemment, on le voit supplier, donner tout un tas de noms d'oiseaux pour quand même avoir ce code. Mais en fait, pour raison de sécurité, il se retrouve à mettre en danger sa fille. On arrive sur ce paradoxe-là Oui. parce qu'il n'a pas le fameux code. Et ne sommes-nous pas en ce moment et de plus en plus complètement submergés par tous ces codes hein. Alors, au début, on a eu les digicodes, maintenant il faut des codes pour nos codes bancaires qu'on va encore vérifier après sur nos téléphones pour bien prouver que c'est nous et tout. Donc, si tu n'as pas un téléphone et un ordinateur, tu peux même plus voir tes comptes bancaires. Et de la même façon, pour avoir accès aux services publics. Et en fait, on rit avec DiCaprio qui s'acharne pour avoir les informations sans avoir le code. Écoute, qui n'a pas pesté je ne sais pas si toi c'est arrivé de ne pas retrouver ton mot de passe. Ah oui, ça Pas, arrive, c'est très ennuyeux. Ouais. voilà, de ne pas avoir son fameux code dont on se dit mais c'est pas possible que notre vie parfois peut dépendre de ça. Ah oui. Peux participer, je suis désolée. Attends, on va bouger un peu. Voilà. Alors, on entend un petit bruit de fond aussi. Je ne sais pas, peut-être il faut faire attention à ne pas taper. C'est vrai qu'avec le micro, peut-être sur la table, je ne sais pas. Il y a un bruit qui revient assez souvent. Écoute, pourtant, je suis. Bon, tu me diras et puis je verrai d'où ça vient. Voilà, j'ai donné cet exemple, donc les codes, les mots de passe, et puis aussi parler avec des robots. Maintenant, quand tu appelles ta banque, on te demande le motif de ton appel.
Et moi, ma banque, pour te donner un exemple, parce que visiblement, peut-être, tu ne comprendrais pas ce que veut dire un motif d'appel. Bon, elle te donne l'exemple de dire, je veux acheter une voiture. Mhm. Alors, moi, je ne voulais pas acheter de voiture. Donc, je formule mon motif. J'avais une urgence. Je ne sais plus si ma carte bleue avait été volée ou bon. Et non, la machine me répond, ben non, nous ne comprenons pas ce que vous voulez. Donc, je réitère, je reformule, nous ne comprenons pas ce que vous voulez. Ah, ben j'ai dit, bah, je veux une voiture. Et là, enfin, j'ai pu avoir accès à une vraie personne qui, sans doute, ne sait même pas que j'ai dit que je voulais avoir une voiture pour pouvoir y accéder. Enfin, on arrive à des choses complètement absurdes pour juste pouvoir parler à quelqu'un et avoir ce service-là. Mais bon, évidemment, c'est pour notre bien. C'est pour bien nous orienter, pour notre sécurité, tout ça. Bien Mais sûr. je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai l'impression que plus il y a de mots de passe, et c'est ce que je vis en ce qui me concerne depuis septembre 2025, plus il y a des SMS et des mails frauduleux. Moi, je reçois Amélie, enfin, je reçois tout, quoi, qui, alors, soi-disant, il y a un trop perçu ou pas assez, mais c'est-à-dire que cette cybercriminalité est en hausse alors qu'on demande de Mhm. plus en plus de mots de passe et tout. C'est vrai. Mhm. Et ben, tu sais, mais on nous mène pas vers le tout numérique. Comment ça va se passer avec le tout numérique? Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas, mais tu vois, c'est pas du tout contrôlé. C'est même vraiment très inquiétant. Totalement, Alors, oui, oui, c'est plein de failles. Mhm. c'est plein de failles. Alors, qui crée les failles? Est-ce que c'est juste le système qui fonctionne pas? En tout cas, il est clair que ça nous perd beaucoup de temps, évidemment, au prétexte de nous faire gagner du temps. Bon. En tout cas, cette cybermalveillance, elle s'accroît alors qu'on nous dit encore qu'il faut changer nos mots de passe quand en même temps, il y a désormais des cookies partout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'œil pour voir, puis-je regarder sans cookies. Donc, on est suivi partout, on est tracé partout, hein, ne serait-ce qu'avec nos téléphones. Et d'ailleurs, Leonardo DiCaprio, qui est en planque, ben, il n'a pas de téléphone. Il a un vieux téléphone, c'est un téléphone vintage, c'est-à-dire que maintenant, pour être libre, en tout cas ne pas être suivi, il ne faut plus avoir de téléphone. Il se sert d'ailleurs d'une cabine téléphonique, comme tu as pu le voir dans la bande-annonce. Ben oui, nous, on ferait comment? Faut savoir qu'en France, alors il y a un mystère, en tout cas c'était le cas en juillet 2024, nous dit la dépêche, il reste une cabine téléphonique en France, en état de marche. Elle est dans le hameau de Murbach, dans le Haut-Rhin. Alors, il y a quand même un gros mystère, parce que les télécartes n'existent plus, ne se vendent plus. Et pourtant, dans cette cabine téléphonique, tous les mois, il y a 5 appels à chaque fois. Donc, qui est ce mystérieux utilisateur? Les cabines téléphoniques, il y en avait 241 000 donc à son pic en 1999. Mhm. C'est-à-dire que maintenant, on ne pourrait plus téléphoner enfin, hormis le fixe, sans téléphone dans la rue. On ne peut plus appeler. Désormais, on est obligé d'avoir un téléphone portable, alors smartphone même. Et je rappelle que dans un détail qui en révèle beaucoup, à partir de janvier 2026, si tu vas à la pêche le dimanche ou un autre jour, donc la pêche loisir, tu ne pourras plus aller pêcher sans ton téléphone. Pourquoi? Parce que désormais, il faut une appli pour déclarer tes charges, tes prises de téléphone. C'est-à-dire que même ce moment de nature, voilà, même ça, il faut maintenant un téléphone, en tout cas pour C'est être bien. en à l'égalité. Eh oui, voilà, le monde connecté. Alors, faudrait-il revenir en arrière, donc pour empêcher notamment cette identité numérique, cette monnaie Évidemment. numérique? J'ai vu passer sur Twitter quelqu'un qui lance peut-être une sorte de révolution. Il dit, mais C'est si pas on revenir en arrière, c'est ne pas prendre cette voie, c'est tout. Oui, En prendre alors une autre. il propose, pour ne pas prendre cette voie, sur lequel ben, on n'a pas forcément le pouvoir, c'est de résilier nos forfaits téléphoniques. Alors Ah, effectivement, de téléphone portable. voilà.
Donc, est-ce que c'est une piste à creuser? Revenir en arrière, c'est aussi d'ailleurs ce qu'a fait Paul Thomas Anderson en filmant VistaVision. Tu sais, il y a une certaine nostalgie, on en avait parlé sur la première chronique par rapport à Downton Abbey. Voilà. Est-ce que parfois la révolution, c'est arrêter et revenir en arrière et justement revenir sur C'est une une forme. révolution conservatrice, voire réactionnaire. Ouais. Ça Voilà, existe. ou en tout cas, arrêter d'être prisonnier d'une technologie sur laquelle on n'a pas, on est loin d'avoir le pouvoir individuellement. Et puis, je me demande si les politiques qui décident de mettre ça en avant ont un réel pouvoir, puisque on sait bien que c'est pas nous, les GAFAM, enfin, au niveau de la France. Bon. Mais ça, est-ce que c'est pas une illusion que d'imaginer qu'on puisse, là, pour le coup, revenir en effet sur, par exemple, un forfait téléphonique? Est-ce que ça, c'est pas une pure illusion qui va toucher une petite communauté, hein, oui, certes. Je pense en tout Mais cas, à défaut d'une illusion, je pense qu'il serait intéressant d'apprendre aux gens, et notamment aux jeunes qui n'ont jamais vu une cabine téléphonique, hein, ça existe désormais, bah, évidemment, oui. à vivre sans téléphone, plusieurs heures par jour, sans tablette, et d'ailleurs un espace que fait la Silicon Valley avec ses enfants. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les écoles qui sont mises en avant pour les enfants des privilégiés, justement, Oui. on leur apprend à écrire à la main, à avoir des cours sans tablette. Oui, ben voilà. Donc, est-ce que Bien c'est sûr. revenir en arrière ou est-ce que, à l'inverse, Ah oui. ce serait évidemment aller très en avant? Et l'un et l'autre, hein, mais en réalité, bien sûr, qu'il y a ce rappeler pour ceux qui ont connu, en tout cas c'est mon cas, les cabines téléphoniques où on mettait des pièces. Alors évidemment, le problème c'est que on a connu, moi j'ai connu aussi. Il faut savoir qu'on est dans une société qui, petit à petit, s'est mis à tout détruire, à tout dégrader. Et s'il fut un temps où il était plaisant de mettre une pièce pour appeler ça dulciné, pour quelque raison que ce soit, avec quelques piécettes dans la cabine téléphonique, il faut dire qu'ensuite, c'était devenu tout à fait insupportable parce que, le vandalisme faisait que les cabines étaient cassées. Ce n'était pas le cas au début. Donc il y a aussi une évolution de la société, de destruction, de sauvagerie, qu'on ne peut pas nier. C'est vrai, mais enfin après il y a eu les télécartes, puis tu pouvais payer avec ta carte bleue. Bon, après on peut se Ouais. poser la question de la Ouais, carte ouais. bleue. Bah oui. Il y Moi, avait j'aimerais aussi. mieux qu'on revienne aux pièces de monnaie. C'était bien. Les pièces. Et on entendait cling, la pièce, et on voyait, on en mettait plusieurs, et il y en avait plusieurs qui tombaient. On se disait, il n'y a plus beaucoup de pièces. Il fallait recharger en pièces. Ça avait un certain charme, mais quand ça marchait. Et dès qu'on a mis des cartes bleues, c'est à partir de ce moment-là que la dégradation a eu lieu. C'est là où on a cassé, on a commencé à casser, à rendre impossible l'utilisation. Ça ne marchait plus. Mais tu te rappelles des appels en PCV? Oui. Mais moi, je n'utilisais pas ça, mais en effet, il y avait aussi les appels en PCV. Donc, c'était le destinataire qui payait, hein, qui devait Oui, c'est accepter ça. la communication. Alors, on a un peu évoqué donc sur les privilèges, sur la question des usages qu'en font ceux qui ont ces privilèges, parce que le méchant Stephen Lockshaw, donc Sinn Féin, donc, comme il a livré à la justice les activistes révolutionnaires de la French 75, il est récompensé de la médaille d'honneur. Ah, évidemment, alors à quoi ça te... Alors, ça lui donne évidemment des moyens démultipliés pour traquer les dangereux criminels, qui, évidemment, la raison de sa traque n'est pas du tout des dangereux criminels. Lui, sa vraie motivation, c'est de faire valider son adhésion. Alors, tu sais, les suprémacistes blancs, en fait, ça s'appelle les aventuriers de Noël. Bon. Et c'est ça, sa vraie motivation. D'ailleurs, on se pose la question, quelles sont la motivation de tous ces gens qui livrent la guerre? Est-ce que c'est même des motivations politiques ou peut-être une motivation d'ordre personnel, une vengeance de telle et telle contre telle et telle personne? Et puis, avec les moyens démultipliés qu'ils ont,
ça se retrouve avec des guerres ou de supprimer des subventions pour telle et telle action, ou à l'inverse, aider le copain. C'est intéressant de voir les vraies motivations de ces gens qui ont trop de pouvoir sans avoir de contre-pouvoir. Ce qui est assez... enfin, moi, j'ai trouvé, je ne sais pas si en le regardant la bande-annonce, ça t'a fait le même effet, mais notre Sean Penn ressemble étrangement au docteur Anthony Fauci. C'est exactement le même look et effectivement de la même façon avec des pouvoirs démesurés. Donc là, dans le film, c'est démesuré au niveau militaire, hein, puisqu'il peut lever quasiment, qui fait penser à une troisième guerre mondiale. Et donc Anthony Fauci, on a vu au niveau médical ce qu'il était capable de faire au niveau mondial avec le Covid. On pense évidemment aux dérives de Macron. Je ne sais pas si l'on se voit au jour d'aujourd'hui et si l'on compare par exemple à un De Gaulle ou même les autres présidents, toute la sécurité, tout l'escadron qui accompagne Macron lors de ses moindres déplacements. Et on est maintenant très loin des 60 000 € par baignade qu'il nous coûtait en 2023. Je ne sais pas combien nous coûte le moindre déplacement de ce monsieur aujourd'hui. Et j'avoue cet agacement, rire nerveux qu'on peut avoir. Alors, est-ce que maintenant le cornu 2 va suivre le cornu 1 et est-ce que le cornu 3 peut-être suivra le 2 ou le 1, on ne sait rien. Mais rappelle-toi cette promesse qui avait été faite de la fin des avantages à vie des ministres. On s'est dit, oh là là, alors ils font pour le budget. Hein, bon. Sauf que on apprend ce pas lilliputien qui peut-être ne se fera plus de fait, qui était à partir de janvier 2026 de restreindre la protection policière des anciens ministres. Oui. Sauf que c'est limité dans le temps, effectivement, donc il y aura quand même une protection des anciens ministres, alors, et qui est en fonction de la réalité du risque. Mais c'est quoi la réalité du risque? Donc évidemment, une économie, même pas un coup d'épée dans l'eau, plus au regard de ce que coûte Macron en termes de sécurité. Et donc, aussi à revenir sur cette médaille d'honneur. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est sidéré en France des légions d'honneur qui sont décernées. Je crois que le mot honneur semble avoir changé de signification, peut-être. Oui, c'est certain. Ceci explique cela. Et de s'inquiéter, en tout cas de s'interroger de ce nouveau Nobel de la paix qui a été décerné à Maria Corina Machado, qui est présentée comme une résistante vénézuélienne qui soutient son alliance à Israël quand Israël n'est pas vraiment le pays dont la paix semble la priorité. Litote, hein, on dira. On peut aussi s'étonner d'autres Nobel de la paix. Alors là aussi, le mot paix, comme le mot honneur, a dû changer de signification entre-temps. On a le Nobel de la paix qui avait été décerné à Obama. On a celui aussi qui avait été décerné à Al Gore et au GIEC, alors peut-être pour leur combat contre les réchauffements climatiques qui ruinent les pays et leur population. Et pour finir, il s'agit aussi de parler de la vision binaire. Moi, je ne suis pas pro, contre, Israël, Poutine. Bon. D'ailleurs, je pense qu'on se trompe quand on pense que le film va défendre plus par rapport à l'immigration, de s'indigner contre le traitement des immigrés clandestins, alors que c'est même pas vraiment précisé. Je voulais quand même préciser que le film est tiré d'un roman de Thomas Pynchon, Vinland, qui s'attache à parler des années 60 avec la répression nixonienne et après les années 80. Donc c'est plus, bon alors c'est un mix puisqu'évidemment on parle de Davos, on parle de tout ça, mais c'est pas le sujet du film, vraiment pas. Mais c'est vrai qu'à force d'entendre des médias qui abusent de cet automatisme binaire, donc de ce pour ou contre, on finit par tout voir sous une forme pour ou contre. Et à tout voir sous ce prisme qui, évidemment, annule non seulement les nuances, mais annule l'information. Si l'information, c'est juste de te dire et suivez-nous, on est pour ou contre, il n'y a plus du tout d'information, il n'y a plus de contextualisation.
et se Et prête puis, il n'y à a plus penser. d'échanges possibles. Il n'y a plus d'échange possible parce que même si la personne a plus de sympathie ou d'affinité, peut-être que si on va dans le détail, on apprendra des choses qu'on n'est pas capable de comprendre parce que quand on croit savoir, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à en savoir plus. Mais n'est-ce pas, donc ça favorise aussi à suivre une sorte d'idole, hein, de vénérer un veau d'or parce que qui va nous confirmer qu'on a raison de penser ce qu'on pense. Et n'est-ce pas ce que font les algorithmes où on te dit, bah voilà, tu as raison de penser ce que tu penses, voilà, tu sais. Alors évidemment, dans un système binaire, on risque de se retrouver, et est-ce que certaines personnes ne s'y retrouvent pas, à l'idée d'être soit d'accord d'un système qui t'impose une doxa, et si tu n'es pas d'accord, tu deviens l'ennemi du système. Donc c'est ça à quoi sert le pour ou contre. Et c'est la fin de la liberté d'expression, au mieux du libre arbitre, et évidemment le début d'un système dictatorial, sans s'en Bien rendre compte. sûr. Hein. Tout Alors, à fait, Laurence. Il faut conclure, hein. Là, on a on va vraiment conclure. atteint la limite. Voilà, le C'est cinéma, c'est la l'exercice qui vie. veut ça. Oui, bah Mm. oui. Mais bon. En même temps, on a tellement de choses à dire Mm. là-dessus, comme quoi le cinéma fait parler. C'est aussi une école de la vie. Donc, alors, ce serait quoi aujourd'hui, Nicolas, faire la révolution en France aujourd'hui? Est-ce qu'on va se dire simplement, comme Leonardo DiCaprio, dans sa première période ou sa deuxième période, Viva la révolution? Est-ce que C'est un slogan, ça. Bon. est-ce que sa révolution ou la révolution ne peut plus avoir lieu? Est-ce qu'elle est démodée? Est-ce que c'est has-been? Est-ce que ça reste un espoir vain? Et puis, comme on a dit au tout début, est-ce que la liberté, c'est de ne pas avoir peur? Donc, tu sais, il dit ça à Sensei pour faire sortir Bob, Leonardo DiCaprio, pour qu'il sorte de la voiture, hein, pour qu'il se donne du courage. Hein. Et est-ce que là, il ne ressemble pas aux Français qui ne veulent plus faire la révolution? Et qui pourraient peut-être s'y remettre. Hein. Donc, le cinéma, c'est mieux que la vie, hein, dit Claude Lelouch. Donc, je finis toujours là-dessus. Faisons que le cinéma rende la vie meilleure. Et voilà. Donc là, j'arrive donc bien à mon conclusion. J'espère être dans les temps. Le prochain film, ça sera Un simple accident, qui est un film de Jafar Panahi, qui a reçu la Palme d'Or à Cannes. Donc c'est un film iranien. Alors justifié ou pas, nous en parlerons la prochaine fois. Voilà, Nicolas. Eh bien, merci, Laurence. Très bien. En tout cas, c'est à méditer. C'est l'aspect révolutionnaire, en effet. Très bien. Merci à toi. Excellente semaine. À la semaine prochaine. Et puis d'ici là, surtout, porte-toi bien.